Salut tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal de choses à dire. On commencera avec l'analyse des milieux de terrain. La semaine dernière, on a fait les défenseurs, la semaine pro, les attaquants. Donc aujourd'hui, ce sera nos milieux de terrain, les gars. On enchaînera avec une belle page mercato, pas mal de petites infos, dont certaines qui... elles sont quand même assez importantes et on finira avec des infos en interne, pas mal de texteurs, aussi un peu de pierçage. Et voilà, c'est parti les gars pour la vidéo. On commence avec l'analyse des joueurs qui étaient au milieu de terrain. On va commencer par analyser tout simplement le milieu de terrain en général. Alors au début de la saison, c'était pas aussi simple qu'on le pensait parce qu'il fallait trouver la formule idéale. On a mis un peu de temps, même si on avait des joueurs qui performaient au niveau individuel. Ça a été compliqué de trouver la formule parfaite pour chaque type de match et ça nous a fait prendre un peu de retard. C'était un peu le même cas en fin de saison. Beaucoup de fois, on avait des interrogations. Pourquoi tel joueur jouait lors de tel match? Je pense à Verretou, qui a beaucoup joué en fin de saison. Pareil, on a un peu baissé de qualité à ce moment-là de la saison, dans le Money Time. Là, on aurait dû justement rester à bloc à 100%, à 200% pour aller chercher une Ligue des Champions. Ça ne s'est pas fait, mais tout simplement aussi par certaines erreurs, des fois des erreurs de coaching, des fois des erreurs de nos joueurs, même souvent. Donc ça n'a été pas non plus simple à la fin de la saison de trouver la bonne formule au milieu de terrain, tandis que, on va dire à partir du mois de début octobre, on va dire début octobre, fin septembre, jusqu'à peut-être avril, non même mars, je sais pas trop, je me souviens plus exactement, on avait l'un des meilleurs milieux de terrain de France, si ce n'est le meilleur milieu de terrain de France, avec le Paris Saint-Germain. Les gars, on était vraiment très très forts. Et quand à la fin de l'année 2024, on proposait le meilleur jeu de tout le pays, c'était en grande partie grâce à ces bonhommes-là, grâce à cette ligne-là au milieu de terrain qui faisait un taf monumental. Alors jour par jour, on va vite y revenir, mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont été bons. Les interrogations du début de saison sur les performances de Tolisso se sont transformées en certitude malgré la blessure en fin de saison. Il a été excellent, on va y revenir d'ailleurs tout de suite. Donc le milieu de terrain a été, on va dire, le protagoniste de la saison de l'Olympique Lyonnais. Quand il y avait moins de certitude à ce niveau-là, on a vu que ça allait moins bien dans le jeu et forcément on perdait des points, début de saison, fin de saison. Et au milieu de la saison, là où ça carburait, et ben nous aussi on carburait et on prenait tous les points et on engrangeait pas mal de petites victoires. Donc l'analyse joueur par joueur, on commence par Corentin Tolisso. Il a été tellement bon, on voulait tous le vendre l'été dernier parce qu'il était cramé physiquement. Il proposait plus rien, dans le jeu c'était compliqué, et ben je sais pas ce qui s'est passé cet été, mais il est revenu à un niveau quand même impressionnant. Alors on pensait qu'il surperformait, on attendait jusqu'à quand il allait pouvoir tenir sans se blesser. Finalement il a tenu la saison entière à ce niveau-là, un niveau excellent. Il avait clairement le niveau de l'équipe de France. Je vois pas ce que Zahir Emery a envié à un Tolisso, ce que Tolisso a envié à un Zahir Emery, c'est plutôt dans ce sens-là. En tout cas cette saison, parce que franchement il a été exceptionnel. On peut se demander pourquoi Zahir Emery est en équipe de France et pas Tolisso. Vous me direz, la jeunesse, les habitudes de Deschamps, ce sont tant d'arguments qu'on a déjà pas mal entendus. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas Tolisso a été excellent, il avait le niveau de la sélection, ça c'est sûr. Et ça a été, je crois, le meilleur joueur de la saison pour moi avec Tagliafico. Cherki peut arriver en dessous, Perry aussi. Mais en tout cas, Tolisso, les gars, c'était quelque chose, franchement. Un impact fou, une qualité technique toujours présente. Il faisait les courses, il allait défendre. Sur l'action d'après, il était déjà dans la surface adverse. Il faisait des sprints à une intensité à ce que Verretou est censé produire, on va dire, enfin le profil de Verretou produit, c'est-à-dire une intensité folle, beaucoup de courses, sauf que, à la différence de l'ancien Marseillais, Tolisso avait la qualité technique qu'il fallait, la hargne, l'expérience, il était dur sur l'homme, et ça fait que c'était un joueur qui a été assez exceptionnel. On enchaîne donc avec d'autres joueurs, on va partir sur Matic. Matic, ça n'était pas la même saison, pas mal, enfin, il y a eu quelques irrégularités, on va dire. Dans l'ensemble, il a fait une saison assez correcte, il a été présent quand on avait besoin de lui, dans la configuration de match qui permettait qu'on avait besoin de lui, c'est-à-dire là où il fallait mettre le pied sur le ballon, prendre le temps, construire, où il fallait une bonne qualité technique. Matic, balle au pied, a toujours été un joueur très très bon. Il nous l'a encore prouvé cette saison. Je pense pas qu'il sera là la saison prochaine. Malheureusement, je sais pas, parce que c'est un gros salaire et il commence à se faire vieux, notre Matic. C'est ça surtout qui lui pêchait, c'est sa vieillesse qui lui empêchait de faire beaucoup de courses avec de l'haute intensité. Donc c'était assez compliqué à ce niveau-là, dans les matchs où il fallait justement courir, je pense à Manchester United. Ça n'excuse pas le fait qu'il aurait quand même dû jouer une partie du match, minimum la prolongation. Vu ce qui s'est passé, on s'en souviendra toutes nos vies, les gars.
Donc Matic, c'était pas trop mal, même si quelques irrégularités qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir là-dessus, parce que on le savait, tout le monde le savait, et même lui le savait, qu'il n'allait pas pouvoir être performant tout le temps, et sur 90 minutes. Mais en tout cas, il a été bon là où on l'a attendu, et franchement, un joueur qui apporte de la sérénité dans certaines configurations de match. On enchaîne avec Taner Tessman, les gars. On nous l'a vendu pas comme un prodige, mais comme un bon joueur. Alors, il n'a pas fait une très bonne saison, il a été plutôt correct. Fallait le temps de s'adapter. Un Américain qui jouait en série B, forcément, c'est pas la même intensité, mais il a réussi petit à petit à se faire une place dans le 11. Il a été pas mal de fois titulaire. Comme je vous l'ai dit, pas une très bonne saison, mais une saison bien correcte. Il a été là, pas quand on l'a attendu, on va dire, parce qu'on ne l'attendait pas vraiment, on n'avait pas non plus beaucoup d'attentes sur ce joueur, mais il a su créer la surprise, justement. Il suppléait bien Matic parce qu'il rajoutait de l'intensité, parce qu'il pouvait plus courir, malgré que ce ne soit pas le joueur le plus rapide. Il mettait de l'intensité, il pouvait prendre la couverture de Matic. Techniquement, balle au pied, pas grand-chose à lui reprocher. C'était pas Matic en termes de qualité technique, mais c'était pas Verretou, loin de là non plus. Donc franchement, une saison plutôt sympa. Moi, j'ai envie de voir confirmer ce joueur la saison prochaine, qui prenne de l'importance avec le potentiel départ de Matic. On va voir ce qu'il peut donner, et je pense que ça peut être un joueur très correct de l'Olympique Lyonnais qui peut s'imposer, surtout si on doit repartir de pas grand-chose la saison prochaine. Maintenant, on va passer sur Verretou. Verretou, les gars, c'est un dossier compliqué. Une qualité technique proche du néant. Alors certes, il joue avec l'envie, beaucoup de courses, beaucoup d'intensité, ça c'est ses grandes qualités, mais quand on balle au pied, ça ne suit pas, on ne peut rien faire à ce niveau-là. Il nous a coûté trop cher, on a pris trop de buts sur ses erreurs techniques, donc c'était compliqué à suivre pour lui, et malheureusement, il a été beaucoup titulaire en fin de saison, parce que c'est des matchs où il fallait mettre de l'intensité. Ce que je disais, face à United, il fallait quelqu'un qui puisse énormément courir. Malheureusement, si tu n'as pas la qualité technique qui suit, à ce niveau-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Ce qui fait que Verretou a fait une très mauvaise saison et qu'avec Galeta Tchar, c'est l'un des pires Lyonnais de la saison 2024-2025. Voilà pour cette analyse. On passe, on va dire, deux derniers joueurs, il me semble. On va aller sur Akouokou et Almada. Almada que je vais compter comme un milieu offensif. Par contre, Akouokou, 3-4 apparitions dans la saison, une bonne, j'ai trouvé. Le match aller contre United, c'était pas trop mal. Après, c'était autre chose et j'ai trouvé beaucoup moins bon, avec beaucoup trop peu de justesse technique, que ce soit avec ou sans ballon. Le marquage, c'était assez difficile. J'ai souvenir un but de Manchester United au match retour, auquel il n'aurait jamais dû participer, parce que le mec, avec le peu d'intensité qu'il a, le peu de rythme, c'est impossible de le mettre à ce niveau-là, et forcément, il ne va pas réaliser le match de sa vie. Donc même si c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui s'est dit je vais être sur la feuille de match et que c'est une erreur de Fonseca, malheureusement, il n'a pas été à la hauteur sur les 3/4 des apparitions qu'il a eues. Et à coup, ce serait bien qu'on lui trouve une porte de sortie si possible. Dernière analyse d'un joueur, c'est Almada, les gars. Almada, très bonne saison, 6 mois parfait, 6 mois où il s'est adapté très rapidement. Ce sera peut-être d'ailleurs le seul moment où on l'aura connu à l'Olympique Lyonnais, parce qu'on n'a pas l'argent pour lever l'option d'achat. Ça ne sera pas possible, je pense, à moins qu'il y ait une grosse surprise. Donc ça, on verra. Donc Almada, les gars, Almada, c'est pas mal. Franchement, c'est décisif, c'est de la magie. Techniquement, c'est très bon. C'est pas Ryan Cherki en termes de balle au pied, mais on s'en rapproche quand même beaucoup. Un joueur qui sait faire des différences, qui sait accélérer, qui sait changer de rythme et de direction, qui est très très bon techniquement et qui est capable de faire, on va dire, changer la dynamique d'un match par un simple but qui peut créer de nulle part, qui peut vraiment être sorti d'une situation compliquée où il arrive et lui tout seul, il va faire la différence. Il va dribbler 4-5 joueurs et puis il va marquer, alors qu'on était très mal embarqué. C'est un joueur décisif qui a fait beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais, qui on aurait aimé garder plus, franchement, s'il serait resté 6 mois de plus, on n'aurait pas craché dessus. Ou s'il aurait signé à Lyon, on aurait été très content, puis ça aurait remplacé Cherki. Donc voilà, Thiago Almada, très très bon. Malheureusement, j'ai peur que ce soit seulement un échantillon qu'on nous a fait goûter, pour un échantillon pour l'Europe, pour voir ce qu'il vaut. Du moins pour l'Atlético Madrid qui pourrait le recruter par exemple. Donc ça, on verra plus tard, mais ça ne s'annonce pas bien pour ce qui est de le conserver. Mais en tout cas, très belle saison de notre petit Argentin. Voilà pour l'analyse joueur par joueur au milieu de terrain. On va passer maintenant au mercato avec beaucoup de petites informations. On commence donc dans le sens des arrivées. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Il y en a une qui concerne l'OL, une qui concerne plus ou moins l'OL et pour le futur, vous allez voir, et d'autres qui concernent pas du tout le club, qui concernent Botafogo. On commence par la première, c'est Alvaro Montoro.
jeune milieu offensif argentin de 18 ans qui joue au Vélez Sarsfield en première division argentine, est intéressé et intéresserait Botafogo. Alors c'est un joueur très prometteur, souvent comparé à Thiago Almada, qui irait dans un premier temps à Botafogo et plus tard à l'Olympique Lyonnais. Alors quand, je sais pas, on n'a pas de précision, ce sera pas dans un an, peut-être pas, je sais pas, dans 2 ans, 3 ans. On verra, en tout cas il est encore jeune, 18 ans, donc forcément il y a le temps de le voir émerger. Donc comme je l'ai dit, beaucoup comparé à Thiago Almada, il pourrait suivre la même trajectoire et ça ferait plaisir parce que s'il a le même talent, les gars, on se régalerait, et surtout si on vient perdre Thiago Almada. Mais comme je vous l'ai dit, dans le court terme, ça m'étonnerait qu'il arrive à l'Olympique Lyonnais, il doit passer par Botafogo, il doit se développer parce que c'est encore un très jeune joueur. Voilà pour ça. Autre info choc, les gars, 2 informations à Botafogo qui ont retourné le Brésil et qui ont retourné un peu, enfin qui nous ont fait bizarre à l'Olympique Lyonnais, c'est les gars, Luka Modric et Ronaldo. Botafogo aimerait s'attirer les services de Luka Modric. Alors est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas, il y a la concurrence de Glasgow, il y a la concurrence surtout de l'Arabie Saoudite. Ce sera pas simple, mais en tout cas, il aimerait bien s'attirer les services du Croate ainsi que de ceux de Cristiano Ronaldo. Vous avez bien vu la rumeur passer, rumeur fondée ou infondée, on ne sait pas trop, mais en tout cas, Textor aimerait bien s'attirer le GOAT du football avec Lionel Messi, même si pour moi, il n'y en a qu'un seul de GOAT, c'est Lionel Messi. Mais en tout cas, Ronaldo est un joueur qui est comparable, c'est les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du foot, Messi et Ronaldo, mais là n'est pas le sujet. Ronaldo intéresserait fortement John Textor qui voudrait, pour la Coupe du Monde des clubs, s'attacher les services du joueur qui a un avenir incertain du côté d'Al Nasser. Donc on suivra, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je vais pas trop m'emballer parce que Paris commence à être âgé. Cristiano Ronaldo, dans un championnat comme celui du Brésil, ça devrait rester assez facile, pour lui en tout cas. Pour la Coupe du Monde des clubs, je sais pas, on verra comment ça se passe. Je suis pas non plus enchanté comme s'il avait 25 ans, Ronaldo, mais bon, ça reste quand même fou, et médiatiquement, ce serait un très très gros coup qui ferait du bien aux finances, pourquoi pas, de notre galaxie, parce que bon, c'est compliqué en ce moment, et certes, il aurait un très gros salaire, Cristiano Ronaldo, mais les retombées économiques devraient être pas négligeables non plus en vue de ce joueur et de Luka Modric s'ils arrivent. Mais je vais être honnête avec vous, je crois pas du tout en ces rumeurs. C'est peut-être des volontés farfelues de John Textor, mais pour moi, elles ne seront pas réalisées. C'est impossible, il n'y arrivera pas. Donc, bah écoutez, s'il y arrive, tant mieux, mais moi, j'y crois absolument pas. Encore dans le sens des retours, mais cette fois-ci des retours de prêt, Mangala devrait revenir à l'Olympique Lyonnais, va revenir à l'Olympique Lyonnais. Everton l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Il est toujours blessé, il a les croisés, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, Mangala. Mais on a besoin de renfort au milieu de terrain, et quand il sera apte, si on vient à vendre pas mal de joueurs, franchement on va pas cracher dessus. Et qu'il soit bienvenu de retour au Real Mangala, en espérant qu'il joue un peu plus que son premier passage à l'Olympique Lyonnais. Un joueur qui lui ne va pas revenir, les gars, c'est Amin Sarr. Amin Sarr va voir son option d'achat à l'Hellas Vérone levée pour 3,5 millions d'euros, je crois. Alors, en plus de 30 matchs, il a seulement marqué 4 buts. C'est pas grand-chose, franchement, mais tant mieux si l'Hellas Vérone lève son option d'achat. Pareil, on lui cherchait une porte de sortie, c'est un problème de moins à régler parce que c'est vraiment un joueur qui n'a pas le niveau pour l'Olympique Lyonnais. Donc, qu'il aille à l'Hellas Vérone, nous on laisse tranquille, bonne continuation à lui. Dernière info, Mercato qui n'est pas des moindres, Ryan Cherki, les gars, vous le savez, il intéresse de nombreux clubs, que ce soit United, Liverpool, Milan AC, Dortmund, l'Atalanta, le Bayern aussi, il y a eu il y avait eu le Real pendant un petit moment, on ne sait pas où ça en est à ce niveau-là, mais un autre club qui semble être en pole position est sur le dossier, il s'agit de Manchester City. Donc, les Sky Blues auraient formulé une offre à l'Olympique Lyonnais et un accord serait pas très très loin d'être trouvé, à hauteur d'environ 40 millions, un peu moins il me semble, ce qui est pas mal franchement, on l'annonçait partir à 20-25 pendant cet hiver, on s'est dit ouais, il faut quand même plus, 40 millions, on arrive sur un prix qui fait quand même pas mal plaisir, donc pourquoi pas le vendre à ce prix-là, on n'est pas offensé et on sait qu'il va partir, donc à 40 millions d'euros, bah, ça me paraît honnête on va dire, donc il devrait partir, il n'y a pas réellement d'accord trouvé, même si il y a 2 jours il y a une rumeur comme quoi oui, mais ensuite elle a été assez démentie rapidement, elle a été assez rapidement démentie, c'est plus français dans ce sens-là. Donc on suit avec attention, mais Manchester City semble être en pole sur Ryan Cherki, et moi je rêverais de voir le néo-international français jouer avec Pep Guardiola, même si on sait que l'avenir du coach espagnol à Manchester City est encore incertain, on suivra aussi ça avec attention.
mais il a le potentiel de devenir un très grand joueur, Ryan Cherki. Donc on suivra sa saison s'il va à City avec beaucoup d'attention. Voilà pour le mercato. Maintenant, on va passer aux autres petites informations internes qui font plaisir ou font moins plaisir. Vous allez voir, on va y revenir tout de suite. Ok, on commence les gars. Vous l'avez vu en début de semaine. La FIFA a placé l'OL sur une liste rouge, comme quoi on aurait eu 2000 € de dette, ce qui semble être rien pour un club de football. Et donc, on ne pouvait plus jusqu'à l'été 2025-2026, enfin du coup l'été 2026, enregistrer de joueurs, c'était impossible. Donc la situation a été régularisée, tant mieux, mais je vous avoue pas avoir très bien compris ce qui s'est réellement passé à la FIFA, mais si ça s'est réglé, tant mieux en soi. Donc ça montre en tout cas que les finances sont assez compliquées à l'Olympique Lyonnais, qu'il se passe des choses qu'on ne voudrait pas voir, comme par exemple le retard sur la licence UEFA. On va y revenir aussi, mais en tout cas, franchement, c'est assez compliqué ce qui se passe, c'est assez flou. On en a marre que Textor nous la mette à l'envers, on aimerait avoir des certitudes, et assez rapidement parce que le mercato va ouvrir dans pas très longtemps. Je crois que c'est début juin qu'il ouvre, après il y a une coupure pour la Coupe du Monde des clubs, enfin encore une connerie, et il le réouvre en juillet, enfin... encore une connerie du mercato, les gars qui inventent des nouvelles choses à la FIFA avec la Coupe du Monde des clubs. Enfin bref, une compétition qui sert qu'à rapporter de l'argent, sinon qui n'a aucun intérêt pour nous clubs européens. Ce n'est pas le sujet non plus. Donc au sujet de cette licence, on s'était pris en retard pour la faire signer, mais enfin la FFF nous a régularisé et nous a permis d'avoir cette licence UEFA, ce qui signifie qu'aux yeux de la FFF, on peut jouer la Ligue Europa la saison prochaine, et ça c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Reste à savoir si on va pouvoir, en tant que la DNCG ou que l'UEFA, est-ce qu'ils vont pouvoir nous laisser participer. Ça aussi c'est pas gagné, on verra le 24 juin, on verra un peu plus tard, mais on espère d'autres bonnes nouvelles à ce sujet-là. Voilà pour ces petites infos, il y en a d'autres aussi assez intéressantes qui montrent encore une fois le déficit au niveau d'argent de John Textor et d'Eagle Football. C'est tout simplement que notre président va céder la section futsal qui a été ouverte il y a de ça 2-3 ans, il me semble, par Jean-Michel Aulas. Il va la céder, il va la vendre à Chassieux-Dessines, au FC Chassieux-Dessines, qui aura en même temps la place en D2, celle qu'on a, donc on leur vend les droits sportifs de l'Olympique Lyonnais Futsal. Eh bien écoutez, malheureusement on n'a pas d'argent, on doit céder tout ce qui nous reste, le peu d'actifs qui nous reste, une section futsal qui va rien rapporter, on est obligé de la vendre parce qu'on n'a même plus l'argent pour la garder, c'est inadmissible ce qui se passe, c'est pas un club de foot comme l'Olympique Lyonnais qui doit faire ça. Est-ce qu'on se rend compte, pour des ambitions européennes qu'on a, on voulait gagner la Ligue Europa, on veut être un club qui prétend au standing de pouvoir gagner la Ligue Europa, et on n'a même pas de section futsal, notre club féminin n'a plus rien à voir avec nous, on a vendu une salle de concert et tout qui pouvait rapporter énormément, on a hypothéqué le stade, enfin les gars, on est un club amateur, j'ai l'impression, un petit club de Ligue 1 qui galère pour survivre, financièrement c'est compliqué, et on est obligé de vendre la section futsal, le truc qui ne rapporte rien, qui ne coûte rien surtout, qui ne coûte rien. On est obligé de le vendre, ça rapporte rien, on ne va pas avoir beaucoup d'argent de ça. Je sais pas quoi faire, j'ai l'impression qu'on a un petit club de fin de Ligue 1, début de Ligue 2, qui essaye de se refaire la cerise en faisant un nouveau projet, mais qui vend tout pour repartir de rien, c'est pas une bonne stratégie, je trouve. Franchement, honnêtement, ok, je fais juste SES en terminale, mais il y a un truc qui me gêne, j'arrive pas à comprendre quelle est la stratégie financière derrière toutes ces ventes d'actifs, si on peut appeler le OL Futsal un actif. Comme je vous l'ai dit, pour Chassieux-Dessines, ça coûte rien, et du coup, nous, ça va pas nous rapporter énormément d'argent. On n'a pas les chiffres, mais on se doute bien que ça va pas être des millions d'euros. Enfin bref, c'est compliqué, et John Textor est en train vraiment de tous nous la mettre à l'envers, et on espère qu'il va vite remédier à ça, et sur de bons rails, parce qu'il va pas rester longtemps, sinon on va vite pousser pour faire quelque chose de plus concret, type vendre d'Eagle Football à quelqu'un d'autre, que Ares reprenne les droits d'Eagle, ou que John Textor vende le club à quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais ça va pas pouvoir durer comme ça pendant encore de nombreuses années, et là va falloir faire quelque chose. Voilà pour cette petite info, il nous en reste 3 qui sont un peu plus sympathiques. La première, c'est le Golden Boy, donc Tuttosport, le journal italien, a publié les 100 noms pour le Golden Boy, et on est toujours représenté par Malik Fofana et Saël Koumbedi.
Félicitations à eux, en tout cas comme l'a dit, je ne sais pas s'il va rester longtemps dans l'étayage, et forcément d'autres joueurs sont bien plus favoris que les nôtres. Regardez Koubarsi, Lamine Yamal, qui sont des joueurs fantastiques. Désiré Doué, aussi nommé, il a fait une belle saison, même si le début de la saison a été assez compliqué pour lui. Donc ça, on verra, c'est pas notre problème, mais en tout cas, ils sont nommés, c'est déjà pas mal, même si on n'a aucune prétention de victoire. Félicitations quand même à nos jeunes joueurs. Autre petite info qui concerne Pierre Sage, il devrait signer la semaine prochaine au RC Lens un beau petit contrat de 2-3 ans, il me semble. Ça fait plaisir, il retrouve un banc en Ligue 1, on va pouvoir le refréquenter à nouveau. On a hâte de le voir retourner au Groupama Stadium. On adore ce mec qui nous a sauvés, on espère qu'il va réussir du côté de Lens. On lui souhaite vraiment le meilleur et ça fait plaisir de le revoir donc sur un banc. Dernière petite information, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez mon amour pour le rugby, et quand le rugby touche au foot, bah ça me fait plaisir les gars. Et en 2027, la finale de la Champions Cup et de la Challenge Cup, pardon, qui sont l'équivalent pour nous footballeurs de la Ligue des Champions, Champions Cup et Challenge Cup de la Ligue Europa, vont se dérouler au Groupama Stadium en 2027. Je ne sais plus si j'ai dit l'année, mais voilà, en 2027. Donc ça me fait plaisir, si je peux y aller, j'essaierai, mais pourquoi pas, franchement, ça c'est bien parce que ça nous ramènera aussi des revenus pour notre stade dont on est toujours le propriétaire malgré l'hypothèque. Donc ça fait évidemment beaucoup de bien. On vend des actifs, mais on organise quand même des finales européennes de rugby. Encore une stratégie qui n'a pas trop de sens parce qu'on vend des actifs pour refaire des événements, alors qu'on pourrait continuer dans cette stratégie-là en faisant énormément d'événements dans notre salle des fêtes. On a préféré la vendre. Voilà pour ça, donc bon, c'est assez compliqué à suivre, mais tant mieux. Moi, j'espère voir les finales de Challenge Cup et de Champions Cup. Peut-être qu'il y aura le Loup, parce que cette année, le Loup, le club de Lyon de rugby, est en finale de Challenge Cup. Ils ont quand même, oui, l'équivalent de la Ligue Europa, ils ont quand même perdu malheureusement. Mais pourquoi pas les revoir en 2027, pas à domicile, mais dans le stade, on va dire voisin, on va dire chez eux, dans leur ville, malgré que ça joue pas à Gerland. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine et on se laisse sur une phrase de Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.